C'est la première d'Alerte Générale. Bienvenue. C'est une nouvelle émission sur TV Liberté avec Alexis Poulain, c'est moi, et Nicolas Vidal, c'est lui. Salut à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Alors, c'est quoi Alerte Générale ? C'est, selon Nicolas, l'émission, le talk de la France qui n'en peut plus, de la France qui en a gros, de la France qui est encore là, même si Macron le veut pas, on est encore là. De la France qui s'informe aussi et qui n'est pas fataliste, parce qu'on va parler évidemment de la France qui coule, mais avec le sourire, comme sur le pont du Titanic quand ça coulait. Et alors, on va parler aujourd'hui avec Marc Toiti, qui est notre invité d'économie, évidemment. Bonjour Marc. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous les Marc. Marc Toiti, qu'on retrouve également sur YouTube, sur Marc Toiti TV, et on va parler de la dette et du Mozart de la finance. Je suis ravi d'être parmi vous, effectivement, pour cette première émission. On va proposer ça, c'est une très bonne idée. Merci Marc de ta fidélité, en tout cas. Merci de ta fidélité d'être là, de prendre le risque de venir sur Oui, c'est vrai que c'est aussi un risque, parce que bravo pour les moyens, vous avez mis des moyens. Il y a des énormes moyens. Il y a des énormes moyens. Écoute, normalement, là, on est sur un truc, c'est le navire amiral, on espère qu'on ne coulera pas comme la France. Ni comme le Titanic, d'ailleurs. Pensez à mettre des pouces et à vous abonner. Marc, on ne te présente plus, économiste, Marc Toiti TV, évidemment. On parlera avec toi de la dette, mais on va aussi parler de beaucoup d'autres choses. On va parler d'actualité. Et dans l'actualité, cette semaine, évidemment, il y a eu plusieurs choses. D'abord, le cambriolage des bijoux du Louvre. Et ça, c'est quand même un super truc, parce que ça fait encore une super image de la France à l'international. Et comme en France, le sport favori, c'est la patate chaude, c'est la faute de personne. Et ouais, c'est toujours pareil. Donc, ni la ministre de la Culture, ni le directeur ou la directrice du Louvre, personne démissionne et tout le monde dit, c'est pas moi. Donc, on parlera et on essaiera de savoir comment c'est possible, en fait. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, l'autre nouvelle qui nous a tous touchés, endeuillés, quelle indignité. Quand même, Nicolas Sarkozy à la santé. C'est monstrueux. C'est monstrueux. J'étais à ce rendez-vous incroyable des fans de Nicolas Sarkozy. On va en parler dans un instant. Mais là encore, que veut dire la France ? Quel est le message ? Est-ce que nous voulons dire à nos présidents qu'ils peuvent finir en tôle pour le restant de leur jour ? Non, c'est 5 ans, il va passer 2 mois maximum. Et alors, il est parti avec le Comte de Monte-Cristo en 2 volumes. Certains disent, les mauvaises langues, que c'est pour se mettre sur les livres et regarder par la fenêtre. Mais c'est apparemment pour lire. Alexis Poulain, vous allez très loin, là. Vous allez très loin. On ne dit pas le physique, mais les talonnettes, c'est quand même, là aussi, c'est un fleuron français. Elles sont peut-être au Louvre prochainement. Voilà. Nico, tu veux peut-être dire un mot sur la suite des opérations ? Bien sûr. Plein de rubriques dans cette émission. On va faire plein de choses. On va faire la minute mainstream. Je sais que vous l'attendez tous, bien entendu. L'alerte rouge, tu en as parlé aussi. On va faire le grand déballage avec l'ami Marc Toiti. On va en parler. Tu as déjà la BCE, le FMI, tous ces acronymes qui nous font flipper. Il y aura également l'édito aussi. Et vous aurez, les amis, vous aurez quoi ? Vous aurez probablement une grande surprise tout à l'heure dans cette émission, parce que cette émission n'est basée que sur la surprise, l'humour, l'impertinence, mais un peu de fond également. Voilà, bienvenue sur Alerte Générale, mon cher Alexis. Bienvenue. Alexis a déjà décrit la situation. Les bijoux du Louvre, incroyable. Maintenant, avec une échelle, on peut rentrer dans la galerie Apollon du Louvre. Bien sûr, personne n'est responsable de personne, bien entendu. Tout le monde se renvoie la balle. Il n'y a aucune démission sur la table, à la différence de François Plan-Plan, François Bayrou, l'émérite Premier ministre. Marc, là-dessus, sur les... c'est très triste, encore une fois, on renvoie une image assez dramatique. Mais le problème, c'est que souvent, quand on parle, on va en parler, de l'augmentation de la dette publique, on dit, au moins, en face, on a des actifs, on a du patrimoine. Mais là, même le patrimoine, on est en train de le perdre, si tu veux. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Et puis, surtout, c'est l'image qu'on renvoie, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je pensais pas que c'était aussi facile de voler quelque chose au Louvre quand même, parce que ça c'est incroyable. Dans tous le moindre Franprix, supermarché, qu'on va pas faire de pub, c'est compliqué de voler. Il y a des antivols sur les steaks. Alors que là, avec une telle facilité, ça se paraît assez incroyable. Et puis bon, derrière encore une fois, l'impunité finalement. C'est la faute de personne. Ce qu'on va retrouver, alors parce que là aussi, on présente les personnes comme des grands bandits, etc. C'est bizarre, ils ont laissé tomber une couronne, si tu veux, en partant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... je sais pas, ça fait un petit peu les branquignoles, quoi. C'est-à-dire, voilà. Mais bon, c'est triste. C'est-à-dire que ça n'améliore pas l'image de la France. C'est-à-dire que là, maintenant, on se dit, déjà, ça n'allait pas très bien d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, sociétal, sécuritaire. Donc maintenant, même les bijoux de famille, effectivement, on les perd comme ça facilement. Donc c'est triste. C'est assez triste. Et à côté de Marc, on a Antoine Guénaud, qui
était dans le public et qui va aussi prendre la parole quand tu as envie de dire quelque chose. N'hésite pas. Toi, ça t'évoque quoi, le vol des bijoux C'est à l'image de la France, finalement. Ouais. C'est rentrez, servez-vous. Donc finalement, voilà. Et ce qui m'attriste, c'est que pour moi, le plus beau joyau de la couronne qu'on nous a enlevé, il est à la santé. Brigitte, mais elle est encore là. Il est à la santé. Il est à la santé et c'est ça le plus dramatique, je pense, vraiment. Nicolas à la santé, c'est vrai. Oui, en tout cas, pour le petit peuple du 16e. Nicolas, il est là. Oui, alors moi, je suis encore là dans la santé. Nicolas est encore là. C'est vrai que... Moi, j'y étais, c'est vrai, à cette manifestation historique quand même, où ils étaient des centaines de milliers, non, peut-être 500 personnes, je sais, je suis pas la préfecture. C'était impressionnant. En fait, c'était un fan club. Le plus drôle, c'est qu'il y a eu des fenêtres ouvertes et un mec qui a mis de la musique, il a mis les portes du pénitentiaire. Non. Et un mec a dit arrêtez la musique. Et il y a eu Aznavour aussi qui a joué. C'était touchant. J'ai des petites dames qui ont pleuré, qui ont dit il était tellement normal, il était tellement populaire et tout. C'est affreux. J'ai dit il n'est pas mort, ça va. Il va écrire un livre en prison, c'est très bien. C'était un moment poignant de ferveur et ça en dit long parce que à un moment je dis quand même les 600 tonnes d'or vendues aux Américains, enfin données aux Américains, je dis, oui mais qui ne fait pas d'erreur. Il en a fait beaucoup. Le traité de Lisbonne. Le fameux traité de Lisbonne. Mais qui ne fait pas d'erreur, Nicolas, qui ne fait pas d'erreur. Ça aussi, on ne peut pas à un moment donné passer outre ça. Non mais surtout, il ne faut pas oublier que c'était normalement le président de la rupture. Oui. Il devait faire une rupture, or c'est fait qu'il y a eu la crise des subprimes, mais ça c'était en 2008-2009. C'est ça. Lui, il est arrivé en 2007, et malheureusement, il n'y a pas eu de rupture, il a continué. Alors, parce que souvent on me dit, je faisais un débat sur une chaîne amie CNews dernièrement, et il y avait Henri Guénaud qui était son conseiller, et qui disait, oui mais sous Sarkozy, le nombre de fonctionnaires a baissé. Ouais. C'est complètement faux. C'est faux. Et quand on regarde sur les statistiques... Et jamais le nombre de fonctionnaires. Jamais. Donc, il avait promis, rappelle-toi, qu'on allait effectivement ne pas remplacer 1 sur 3 qui allait partir à la retraite. Alors, il ne faut pas faire une chasse aux fonctionnaires, évidemment, on en a besoin, mais le vrai problème, c'est que non, ça a continué d'augmenter. Alors d'ailleurs, sous quel président, parmi les derniers, le nombre de fonctionnaires a le plus augmenté ? Ah, le public, vous avez une idée ou pas ? Vous avez une idée ? C'est Macron, évidemment. Ben voilà, c'est Macron. On y revient toujours chez Macron. Macron 1, plus 1%. Ouais. Macron 2, qui n'est pas encore terminé, plus 2,2%. Ah oui. C'est-à-dire que là, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des problèmes, effectivement, de dette publique, de déficit. On dit aux Français, on va vous serrer la ceinture, on va encore augmenter les impôts. Par contre, effectivement, on augmente les dépenses publiques. Là, il n'y a plus personne pour dire qu'il faut réduire les dépenses. Donc c'est ça qui est très surprenant, c'est que, finalement, quels que soient les gouvernants depuis des années, on a continuer d'augmenter en permanence cette dépense. Alors, sur les réductions des dépenses, Macron avait quand même, sur le Louvre, lancé son plan Renaissance, le Louvre en grand, et pas d'économie. Il y avait quand même 497 000 € pour la cuisine privée de la présidente du Louvre. Exactement, oui. Pour refaire la cuisine. À refaire, oui. Pour recevoir les invités de marque, et on rappelle que notamment, je crois, ne pas me tromper, qu'il y avait eu un grand dîner qui avait été organisé pendant les JO, me semble-t-il, également au Louvre, et tout ça avait coûté beaucoup d'argent, mais on avait oublié d'appeler Vérissure pour sécuriser, bien entendu, une petite vitrine de la galerie Apollon. Donc on s'est fait chourer les bijoux. C'est assez formidable avec un transpalette et une... Non mais blague à part, c'est vrai que ça c'est incroyable parce qu'on voit l'image, il n'y a pas une alarme, quelque chose qui... Non, la fenêtre n'était pas alarmée. Il faut savoir, c'est que la caméra ne marchait pas 24/24, que la fenêtre n'était pas alarmée et que le monte-charge était là tout le temps. Et derrière... Pareil, le monte-charge, il est là... Et derrière, et l'alarme ne fonctionnait plus depuis 6 mois. Et on avait les coffres, les sarcophages où étaient présentés les bijoux, qui ont été changés il y a de ça quelques années, en 2020. Avant, c'était des coffres qui fermaient automatiquement, qui étaient ultra sécurisés. Apparemment, ceux-là étaient plus design, mais moins sécures, ce que réfute la direction du Louvre, mais n'empêche que les bijoux ont disparu. Ce qui est drôle, c'est qu'on a Macron qui fait son intronisation à l'époque au Louvre, sous la pyramide, avec l'hymne à la joie. Et 8 ans plus tard, c'est le cambriolage. Notre-Dame a brûlé et la France est en train de sombrer gentiment dans la bonne humeur, ceci dit, sauf pour... Ça dépend pour qui, ça dépend pour qui. Oui, Nicolas Sarkozy à la santé, j'imagine qu'il est moyennement heureux. En tout cas, pour toi et Antoine aussi, tu peux répondre, c'est vraiment une atteinte aujourd'hui à la dignité et à la sécurité de l'État et puis à sa grandeur, à la façon dont nous avons de ne pas savoir conserver
véritablement, à un moment donné, nos précieux bijoux qui ont traversé les siècles. C'est tout de même absolument, mais c'est scandaleux. Et d'ailleurs, je le répète, je vais insister, personne n'a démissionné. Donc moi, j'attends la lettre. Très rapidement, il faut envoyer la lettre. C'est ça qui est dramatique en France, c'est l'impunité. Si tu veux, quand tu vois tous les dirigeants, tu te souviens, Bayrou, il n'y a pas longtemps, qui n'est pas resté longtemps, il a quand même dit, tout ce qui se passe en France, la dette, etc., c'est à cause des Français. Oui, Donc, en fait, ou les Russes. Évidemment, bien sûr qu'ils ont voté pour eux, c'est sûr. Mais c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tous les dirigeants qui avaient justement le pouvoir, ils n'ont rien fait. Je me souviens, avec Bruno Le Maire, quand je lui disais, par exemple, en 2021, donc il nous réunissait certains économistes à Bercy, je leur disais, il faut arrêter d'augmenter la dette. Maintenant, ça suffit, ça y est, c'est pas la fin du monde, etc. Donc, et là, tous les économistes et les hauts fonctionnaires de Bercy me sautent dessus. Enfin, pas physiquement, bien sûr, c'est-à-dire, mais par les paroles, en me disant, attendez, mais non, la dette, on s'en fiche complètement. On va la faire rouler. Et souvent, c'est la Banque Centrale Européenne qui va financer. Et puis, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. Tu te rends compte le manque de discernement. Et après, on dit c'est à cause des Français. On va en parler justement de la dette dans un instant. Avant, je voudrais juste poser une question publique. Vous avez des petits panneaux pour dire pour ou contre. Est-ce que vous trouvez ça super que Nicolas Sarkozy dorme à la santé ce soir ou nul? Super, c'est vert. Voilà, au moins c'est réglé. Au moins c'est réglé. Bon, c'est réglé. L'IFOP, ça sert plus à rien. On a nos panels. Nicolas, si tu nous regardes. Voilà. Salut, poteau. Allez, ça va. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, chers amis sur TV Liberté et sur cette alerte générale. On lance le grand déballage avec Marc Toiti. Alors, mon cher Marc, merci. Oui, Une nouvelle fois, je renouvelle la brassière de rose pour avoir eu le courage de venir sur la première d'alerte générale. Ah non, le plaisir. Tant mieux. C'est encore mieux. J'espère que je le dirai jusqu'à la fin. Mais bien sûr. Il n'y a pas de raison. Et pas faux aussi, également le public. Ils sont très bien, le public. Ouais, merci au public, bien entendu. Il ne faut pas hésiter. Merci aux contributeurs solvables et fiscalisés de notre pays. Cher Marc, on le sait concrètement, la dette est abyssale. Tu l'as dit chez nos confrères d'Europe 1, je crois, ou sur CNews. Tu l'as dit, ils sont en train de tuer la France. Oui, c'est une réalité. Vraiment, donc ça veut dire que c'est prémédité, c'est délibéré. Non, mais ce qui est incroyable, si tu veux, c'est encore une fois, c'est l'impunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les chiffres sont sortis ce matin de toute l'Union européenne. Le pays qui augmente le plus sa dette publique, aujourd'hui en Europe, c'est nous. C'est la France. C'est-à-dire que tous les pays font des efforts, ils essayent de réduire leur dette, etc. Nous, on dit, non, on continue. Tu vois, c'est ça que... Imagine-toi que depuis 2020, on a augmenté notre dette publique de 18%, 18 points de notre PIB. Alors que des pays, la Grèce, elle partait de haut, mais elle a baissé de 30 points. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des pays en moyenne, ils ont augmenté 2-3 points. Bon, forcément, il y a eu des crises. Mais nous, non. On dérape complètement et on ne fait rien. Et d'ailleurs, il s'est passé quelque chose la semaine dernière, c'est incroyable. C'est que l'agence de notation Moody, Standard & Poor's, justement, a dégradé la note de la France en avance. C'est-à-dire qu'elle devait rendre son rapport le 28 novembre. Et là, c'est dit non, ça va tellement mal que je commence. Et en même temps, ils se sont rattrapés, Marc, parce que comme ils n'avaient pas fait en avril dernier, au printemps dernier, ils avaient oublié de dégrader. Là, ils se sont dit, on va quand même rattraper les trucs et on va quand même... Le problème, c'est que, encore une fois, là, on est donc, je ne rentre pas dans le détail, mais on est A+, ce qui est encore une très bonne note. Tu prends par exemple l'Italie, qui a fait énormément d'efforts, ils sont encore triple B, tu vois, triple B+. Donc, ils sont 3 niveaux en dessous de nous, tu vois. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, là aussi, on continue comme ça, et même là, il n'y a pas vraiment de sanctions. Les investisseurs se disent, finalement, c'est pas si grave que ça, on va avoir un budget. Enfin, ce budget, c'est incroyable. C'est-à-dire que pour éviter la motion de censure, on a donc mis de côté la réforme des retraites, qui était d'ailleurs une réformette qui résolvait rien, mais ça, c'est un autre débat. Et parallèlement, on a, c'est ça qui me rend fou, on augmente encore les impôts. C'est-à-dire que nous sommes numéro 1 du monde des impôts, de la pression fiscale. Il n'y a pas un pays dans le monde où il y a plus d'impositions et de taxes par rapport à notre richesse, et on veut encore continuer de l'augmenter. Et tout le monde trouve ça normal, de droite, de gauche, tous les partis politiques, là, aujourd'hui, tu sais, les négociations, tu sais, pour voir ce qui va se passer dans le projet de loi de finances, et tout le monde, c'est le concours l'épine de la fiscalité. Ouais, c'est la foire à la saucisse, surtout. Ouais, t'as raison, moi je voulais faire un truc plus sympa, mais bon. C'est incroyable, parce qu'il y a... L'archer, c'est normal. Toujours des idées pour aller chercher plus d'impôts, mais comme tu le dis, toujours plus de dettes. L'an prochain, c'est 310 milliards d'euros qui vont être empruntés sur les marchés financiers par la France, un record. Un record. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en fait, tous les ans, l'État, parce qu'il y a donc il s'endette, mais il doit remplacer les anciennes dettes, tu vois. Donc l'année prochaine, on va y mettre 310, voire 320 milliards d'euros de nouvelles dettes. Et ça, évidemment, c'est une somme énorme. Donc jusqu'à présent,
on nous prête. Mais comme là, on est en train d'être dégradé, et comme en plus l'année prochaine, les Allemands, qui jusqu'à présent étaient très rigoureux, ils ne voulaient pas augmenter leur dette, eux, ils se sont dit, nous aussi, on va faire comme les Français, on va augmenter notre dette, sauf que les Allemands, ils sont toujours triple A. Donc eux, ils vont réussir à récolter des fonds. Tu es un investisseur, tu vas préférer acheter de la dette publique allemande que française. Tu vois. Et avant, les Allemands, ils ne demandaient pas trop d'argent. Maintenant, ils en demandent. Donc si tu es limité, tu vas évidemment préférer la dette allemande. Il y aura moins d'investisseurs, forcément. Exactement. Et donc, c'est ça l'important pour les Français, c'est-à-dire que les taux d'intérêt qui ont déjà commencé à augmenter vont augmenter sur la dette publique et donc sur tous nos crédits. Donc tous les Français sont concernés. Ça veut dire que ça va augmenter évidemment les coûts des crédits sur l'habitation, sur le logement. Donc l'immobilier qui souffre, ça va continuer de souffrir. Sur la consommation, également sur l'investissement des entreprises. Ça, c'est complètement fou parce qu'aujourd'hui, tu atteins en France des records historiques de faillite d'entreprises. Tu n'as jamais eu autant de faillites. C'est hallucinant. C'est une boucherie, Marc. Selon toi ? C'est dramatique. Parce que là, ça augmente au fil des ans, au fil des mois. C'est hallucinant. Au début, on dit oui, mais c'est un effet de correction du Covid. Parce que la correction du Covid, des aides à tout le monde. Une fois que tu n'as plus d'aides, etc., ça fait maintenant, on est en 2025. Là, c'est vraiment une réalité économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'activité, donc les boîtes ferment. Et il y a aussi, j'ai un phénomène que j'ai observé sur ma chaîne YouTube où des gens m'envoient des messages, et notamment des chefs d'entreprise qui me disent écoutez, moi, j'ai fermé ma boîte. Elle allait bien, je gagnais de l'argent, mais j'ai fermé, j'en ai assez de payer autant d'impôts pour rien, etc. Et c'est ça qui est important dans l'augmentation des impôts, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Parce que on dit souvent, c'est le moment la France, où ça va... c'est que finalement c'est un super pays entre guillemets parce qu'on paye des impôts. Mais attention, il y a un moment où tu n'en peux plus. Tu vois ce qu'on appelle trop d'impôts tue l'impôt. Tu vois. Et donc tu as la courbe de l'affaire. Donc tu as aujourd'hui des chefs d'entreprise et des particuliers qui effectivement ne peuvent plus, préfèrent fermer leur boîte, donc ils ne vont pas payer d'impôts. Parce qu'ils sont plus là. Et donc attention, ça veut dire qu'il y aura moins de recettes fiscales. Alors moi, ce qui m'a épaté ces derniers jours, c'est que quand c'est LFI, etc., qui dit oui, il faut encore augmenter les impôts, on a compris. D'ailleurs, c'est pas que sur les riches. Tout le monde, tous les impôts vont augmenter, malheureusement. Faut pas se leurrer, parce que les riches, eux, ils s'en vont, et ceux qui restent, c'est la classe moyenne, et c'est eux qui, malheureusement, vont payer les taxes. Mais tu as vu peut-être la semaine dernière, madame, donc la présidente de l'Assemblée nationale, qui a tout simplement dit on va en parler. On va en parler. Je vais donner la parole. Non, parce que je ne connais pas le déroulé des missions. Parce que c'est la surprise. C'est l'alerte générale, les amis. On avait surprise. Mais bon, toujours est-il que c'est ça le plus important. Il faut aujourd'hui du sérieux. Toi, j'avais lancé mon t-shirt, tu sais, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Toujours bien, parce qu'effectivement, ce n'est plus sérieux. Sur le consentement à l'impôt, justement, à côté de Marc, on a Antoine Guénaud qui a sorti un livre qui s'appelle Merde, justement, la France qui dit non. Pas mal comme titre. C'est fort juste à propos. Ce qui n'est pas mieux, on ne peut pas dire... Non. Est-ce que la France va dire non à un moment de manière catégorique sur ce consentement à l'impôt ? Parce que finalement, toutes les révolutions, elles commencent sur le consentement à l'impôt, pas autre chose. C'est ça que je voulais compléter, c'est qu'effectivement, le consentement à l'impôt, on dit souvent les Français ne veulent pas payer d'impôt. Moi, je pense que c'est absolument pas vrai. C'est effectivement cette question du consentement à l'impôt. On veut bien en payer, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous faites de notre argent ? Exactement. Donc, évidemment, et encore une fois, le consentement à l'impôt, c'est la base de la démocratie. C'est la base, que ce soit 1789 ou même les Anglais, c'était la Magna Carta en 1215, c'était cette question du consentement à l'impôt. Donc c'est primordial en démocratie. C'est primordial, c'est la première question qu'on pose. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol fiscal là-dessus, qui n'est pas un ras-le-bol de « on en a marre de payer », c'est pourquoi on paye. Puisque maintenant, on voit à côté pourquoi ils sont mal utilisés. Je voulais revenir sur un truc qui était quand même fascinant, la réforme des retraites, qui a été une mesurette pour économiser 15 malheureux milliards. Et encore. Mais 15 milliards qui avaient, donc c'est rajouter 2 ans de boulot aux gens, alors que 15 milliards, c'est ce que l'État français avait perdu en faisant une OAT intégrée sur l'inflation, au moment où l'inflation était... Donc on ne peut pas croire que des gens... Enfin, c'est le rasoir de Enlon, c'est soit on pense qu'ils sont bêtes, soit c'est des traîtres. Possible aussi, mais c'est des traîtres. Ou ça peut être attention, ça peut être un mélange des deux. Mais des gens qui sont censés sortir de je ne sais quoi, Polytechnique X ou etc., qui font une OAT infectée sur l'inflation, c'est pas possible. Moi, en 3 lettres. Alors, moi, ça fait 30 ans que je les ai tous vus, tous les dirigeants français. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un manque de courage. Et après, peut-être qu'il y a aussi un manque de volonté, tout simplement. Où, globalement, on l'a bien vu. Est-ce que ça, c'est pas le problème de l'euro aussi ? Parce que le fait que tous les dirigeants français soient pris dans cette spirale de la construction européenne et qu'ils soient de droite, de gauche, personne ne remet en jeu le dogme européen. Est-ce que c'est pas ça le problème de dire finalement, à la fin, c'est pas moi. Peut-être qu'on va arriver à mutualiser la dette avec les Allemands. Ça m'étonnerait, mais dans leur pensée magique, c'est peut-être ce qui est là. Et est-ce que l'euro, c'est pas le problème finalement de dire cette monnaie, elle n'est pas aussi forte que ça, elle est fragile et à un moment, c'est pas nous qui allons sortir de l'euro, mais l'euro qui va sortir tout seul. Alors, il y a effectivement un grand risque que la zone euro explose à infini. C'est-à-dire que globalement, cette zone euro, moi depuis le début, j'avais écrit un livre il y a très longtemps, j'avais dit quand la zone euro explosera.
non pas que je le souhaitais, mais en disant, si on ne fait pas un minimum de réformes, un minimum d'harmonisation, évidemment que ça ne peut pas tenir. C'est ce qu'on appelle, bon, je rentre pas dans la technique, mais une zone monétaire optimale. Ça veut dire que pour avoir la même monnaie, il faut une même économie, il faut les mêmes rouages économiques, il faut une harmonisation. Les mêmes normes, Marc. Les mêmes normes sociales. Des conditions fiscales, réglementaires, etc. Oui. Or, on a fait exactement l'inverse. Regarde aujourd'hui, tous les pays, par exemple, on parle de l'Italie, mais il n'y a pas que le Portugal, etc. Et bon, ils ont réduit leurs impôts pour attirer, justement, en disant aux Français, par exemple, restez pas chez vous, chez nous, il y a beaucoup moins d'impôts. Ah bah tiens, on va aller voir ce qui se passe. Tu vois, donc ça peut pas tenir. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une politique sadomaso de la France aussi ? À faire plus que les autres en fonction de fiscalité, c'est-à-dire que les autres, comme l'Allemagne, ils jouent pour leurs intérêts également. Regarde sur le financement des entreprises. Sur l'Italie, ils ont essayé de garder l'industrialisation. Et la France, on est quand même manifestement les derniers de la classe pour être les premiers la France, tu veux, face à von der Leyen. Si tu veux, à la France, il y a eu des erreurs stratégiques incroyables dans les années 80, 90. Ça a commencé avec Mitterrand, faut être honnête. Ça a continué avec Chirac, etc. Parce que, rappelle-toi, la désindustrialisation, c'était une volonté politique. C'était un choix stratégique. Aidé par l'Union européenne. Alors non, ou les dirigeants, ça c'est vraiment les dirigeants français, parce que regarde les Allemands, ils sont dans l'Europe et pourtant ils ont maintenu l'industrie. Enfin, non, mais si. C'est-à-dire que c'était une erreur. Les Français ont dit, nous, on est bons dans les services, on va garder les services, on va avoir une économie sans usine. Tu te rends compte ? Le temps de l'entreprise sans usine. Mais exactement, mais tu te rends compte le manque de discernement, l'erreur stratégique incroyable. Parce qu'ils pensaient faire quoi ? Mettre en place du folklore et des stands de glace et des pop-corn ? Non mais le pire c'est que même dans les services on est plus maintenant aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plus de services, c'est ça le drame. Non mais encore une fois c'était une erreur de béotien si tu veux, mais surtout c'est le drame de la France. C'est le dogmatisme. C'est-à-dire, moi, quand tu vois, je les ai rencontrés, tous ces dirigeants, depuis des années. Pour eux, ils ont raison. Tu vois, tu vas les voir, tu dis, bon, merci beaucoup, mais écoutez, nous avons raison. Ok, donc pour discuter, c'est compliqué. Tu vois, donc, et c'est ça qui fait peur, c'est que ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est baisser la dépense publique. C'est ça la clé. Ils n'y arrivent pas. Non, ils ne veulent pas. Mais ils veulent. Est-ce qu'ils peuvent ? Parce que la question, c'est... Bien sûr qu'ils peuvent, bien sûr. Je vais te donner un exemple très simple. Comment Qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années dans les dépenses publiques ? Ce sont les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement de la puissance publique, pas que l'État, tout le monde, la collectivité locale, sociale, etc., ça a augmenté de 22,5%. Alors que sur la même période, les dépenses sociales ont augmenté de 12%. Bon, c'est peut-être beaucoup, mais tu vois, il y a 10 points d'écart. Que le fonctionnement. C'est-à-dire c'est quasiment 100 milliards d'euros. Tu vois, là, ce qu'on disait tout à l'heure sur le nombre de fonctionnaires. Il y a quoi là-dedans dans le fonctionnement ? Il y a les robes d'Hidalgo. Évidemment, c'est pas, on va dire, les fonctionnaires de base, c'est la haute fonction publique qui coûte un fric fou, un pognon de dingue, comme disait notre ami, entre guillemets. Et donc, encore une fois, regarde, je te donne souvent l'exemple très simple. Aujourd'hui, tu as en France ce qu'on appelle des ODAC, organismes divers d'administration centrale. Tu en as 700. Imagine. C'est beaucoup, on est d'accord, c'est beaucoup. Et ça sert à quoi ? Alors, il y en a qui servent par exemple, il y a Météo France. Bon, peut-être qu'on pourrait priver Météo France, mais bon, alors éventuellement, il y en a un peu partout. Je ne rentre pas dans le détail, tu vois, il y en a 700, ça nous prendrait toute l'émission, tu vois, pour les... Mais 700, ça coûte 150 milliards d'euros par an. Top. Alors, je ne te dis pas qu'on va tous les supprimer, mais putain, tu peux récupérer 50 milliards. Pourquoi ils ne veulent pas taper dedans ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de... Ces on va organismes... vouloir placer effectivement nos amis, etc., enfin leurs amis, à droite, à gauche. C'est ça. Derrière, c'est ça. Donc c'est ça qui est dramatique. Et ensuite, sur l'ADEME, comme tu n'as pas le courage de baisser la dépense, il faut que tu trouves de l'argent quelque part. Donc, tu vas augmenter les impôts. Et tu vas... Encore une fois, ce qu'on apprend en première année d'économie, c'est ça qui est effectivement c'est très surprenant, parce que tu sais que quand tu augmentes les impôts, surtout en France, on est numéro 1 déjà du monde des impôts, eh bien, ça va casser l'activité économique. Donc tu vas réduire l'assiette fiscale, donc tu vas ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, tu auras moins de recettes fiscales. Donc ça va encore augmenter le déficit. Enfin, tu vois, c'est du bon sens. Mais c'est pas fait exprès. C'est ma question. Moi, c'est à chaque fois. Je reviens à ça. Pour moi, c'est fait exprès. Là, en ce moment, on est en procédure d'endettement excessif, par exemple. Est-ce que le but n'est pas qu'on arrive à un point, j'allais dire, d'endettement excessif, parce qu'on n'est toujours pas sorti, on est suspendu, la procédure est suspendue. Est-ce que le but n'est pas d'arriver à donc le mécanisme de l'OMT pour les vides, qui est la BCE qui rachèterait des trésors français, elle le fait déjà un petit peu, et qui va continuer de le faire à un niveau plus large, et en contrepartie, parce qu'il y a une contrepartie quand même, politique austéritaire antisociale, etc. Est-ce que c'est pas le but aussi ? Comme ça, en plus, là, le gouvernement serait bien tranquille en disant. C'est pas nous, c'est l'Union européenne. Et la BCE, pour ne pas assumer. Et la BCE et le FMI, est-ce que la France peut avoir un distinct à la grecque avec des... Évidemment. Bien entendu, tu sais. C'est pas too big to fail, Marc. Parce qu'on nous a sorti, ça fait 20 ans qu'on nous dit too big to fail, 3 000 milliards d'un côté, 300 milliards de l'autre. Au début de la crise grecque, parce que j'allais beaucoup à l'époque en Grèce, etc., j'avais des clients encore à l'époque des banques grecques, et j'ai vécu d'ailleurs cette crise qui était horrible, c'était un massacre. Imagine que le PIB
grec, il a baissé de 30% en 3 ans. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est l'effondrement, enfin bref, l'horreur économique. Et donc à l'époque, les dirigeants grecs, au début de la crise, je me rappelle, j'avais été faire une conférence pour dire, attention, les taux d'intérêt grecs, ils vont monter. Donc les dirigeants me disaient, non, vous ne pouvez pas dire ça, faut pas dire ça, il faut dire l'inverse. Parce que nous, on veut vendre notre dette. Attendez, mais moi, vous ne me connaissez pas. Moi, je dis ce que je pense, donc je ne dis pas. Bon, bref, c'est pour l'anecdote. Et j'en parlerai toujours, ce discours. En plus, c'était le ministre de l'économie, ou bref, et qui a dit, attendez, nous ne sommes pas l'Argentine, hein. Nous sommes la Grèce. Il ne peut rien nous arriver. Mais on fait le même discours aujourd'hui avec la France. On dit, mais nous, on n'est pas la Grèce, on est la France. Mais justement, c'est ça le problème. C'est que la Grèce, à l'époque, c'était 350 milliards d'euros de dette. Donc, tu as pu avoir la BCE qui a refinancé, le FMI, etc. Et nous, d'ailleurs, on a refinancé, aussi, n'oublions pas. Parce que 350 milliards, c'est gérable. Nous, c'est 3500 milliards d'euros de dette. Donc, comment tu vas? Même le FMI, il ne peut pas. Donc, non, la situation, elle est extrêmement complexe. Maintenant, attention, il y a ce qu'on appelle en théorie des jeux un aléa moral par rapport à l'Europe. C'est que, en fait, comme il y avait la protection de la Banque centrale européenne, avec la planche à billets, etc., eh ben, les dirigeants français, mais pas que, mais notamment français, ont dit, on s'en fiche. Continue d'augmenter la dette, c'est la BCE qui va acheter. C'est la blague de Coluche. Tant que je gagne, je joue. C'est exactement ça. Finalement, on s'est dit, la BCE, elle finance, mais quoi, je vais me gêner? Et le quoi que tu l'en coûtes, c'est ça le drame. Et c'est ça, tu veux, ce qu'on demande. Moi, j'étais là, je suis pas un devin. Simplement, j'ai fait preuve de bon sens. Je leur dis, il faut arrêter. Ils m'ont pas écouté, mais tu vois, c'est ce qu'on leur demande. C'est de dire, là aujourd'hui Bruno Le Maire, il dit oui, mais il y avait tout le monde dans mon bureau pour me demander de l'argent, etc. C'était à lui à dire, non, on va pas donner n'importe comment, on va regarder, on va mettre, c'est quand même l'argent des Français, c'est l'argent public, tu vois. Donc c'est ça qui est quand même très triste, et moi je pense que, je suis pas sûr, peut-être qu'effectivement, alors ça serait dramatique, parce que souvent on me dit ça, peut-être que c'est voulu, etc., mais ça serait vraiment un drame, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants veulent le chaos aujourd'hui, parce que, encore une fois, je te donne l'exemple de la Grèce, quand la Grèce s'est effondrée, donc, tu sais, aujourd'hui, on est en 2025, le niveau du PIB grec, ça veut dire la richesse grecque, hors inflation, est encore 15% inférieur au niveau qu'ils avaient en 2008. T'imagines, c'est comme si on te dit, toi, ton revenu aujourd'hui, c'est 15% de moins que ce que tu avais en 2008. Je te le souhaite pas, bien sûr. Au train où on va, j'ai envie de te dire qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Donc, c'est-à-dire que si on rentre là-dedans, c'est-à-dire si effectivement la France s'effondre de ce point de vue-là, on va mettre des années, voire des décennies à remonter la pente. Donc moi, c'est pourquoi je fais des propositions, j'ai appelé ça une thérapie de choc bienveillante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous manque d'espoir, il faut redonner l'espoir aux Français. Comment tu redonnes l'espoir aux Français? Tu baisses les impôts, fortement, pour tous, les ménages, les entreprises. Donc tu relances effectivement l'activité économique. Mais dans le même temps, tu dois baisser les dépenses publiques. Tu n'as pas le choix. Tu comprends? Mais là, il ne faut pas, encore une fois, s'en prendre à Pierre, Paul ou Jacques. Non, il faut avoir une politique globale de réduction, effectivement, de ces dépenses de fonctionnement. Et là, c'est jouable. Il n'y a pas de drames sociaux derrière. Après, bien sûr, il faut lutter contre toutes les fraudes. Mais Marc, là-dessus, je voulais qu'on parle rapidement. Antoine, après, sur ça, je voulais juste entendre sur la censure et les embêtements que tu as eus, notamment sur Twitch Up. Parce que ça, on a envie d'en parler. Parce que la réalité, c'est que tu es très médiatisé. Tu passes beaucoup sur pas mal de plateaux. Et on se rend compte que maintenant, on essaie de te couper le chiquet comme on peut. Là-dessus, on en est où? Est-ce que ça continue ou est-ce que... Ce n'est pas la première fois, mais c'est vrai que là, ils ont joint l'acte à la parole, effectivement. Bon, oui, c'est très surprenant parce que j'ai une banque dans laquelle j'étais depuis 40 ans. J'avais 15 ans quand j'ai ouvert mon compte. Ah oui, quand même. Du jour au lendemain, ils m'ont fermé. D'accord. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on veut tout travailler avec vous. Une grande banque française, d'ailleurs, qui a des petits problèmes en ce moment en bourse. Voilà. D'accord. Et il fallait pas s'en prendre à moi, vous voyez, c'est là. C'est un bonheur. Hein. Et donc, sans aucune raison. Parce que j'ai jamais eu de découvert, jamais fait de trucs graves, etc. Et bon, ils ont fermé mes comptes perso, ceux de la boîte, alors qu'il y avait du cash qui dormait, ceux de mes enfants. Vraiment, on aurait dit que j'étais un gangster, quoi, tu vois. Mais pourquoi? Ils donnent une raison ou c'est juste... Non, alors justement, ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est que les banques n'ont pas, en France, dans la réglementation bancaire, n'ont pas l'obligation de donner une raison s'ils ferment leur compte. Ah, mais c'est hallucinant. Mais par contre, ce que j'ai appris dernièrement, et c'est pourquoi ça ne va pas se terminer comme ça, c'est qu'ils doivent avoir une raison. Une vraie raison, même si tu ne la dis pas, il va en avoir une. Ça veut dire, par exemple, ça peut être blanchiment d'argent. Bon, c'est pas mon cas, bien entendu. Ça peut être mauvais traitement du personnel. C'est-à-dire, tu as maltraité, tu as mal parlé ou tu as menacé les chargés d'affaires, ce qui n'est pas mon cas non plus. Ou alors tu as des découvertes en permanence, ce qui n'est pas mon cas non plus. Bon, bref. Donc il n'y a aucun de ces cas. Donc il y a quand même un problème, il y a anguille sous roche. Bon, voilà. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai d'autres problèmes. Alors juste quand même, parce que tant que je suis là, j'en profite. Faites très attention, parce que ça fait partie également du process de... ils essayent de me nuire, si tu veux. Ils se créent des faux comptes sur WhatsApp, sur Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, avec ma tête, c'est même moi qui parle, en fait, c'est de l'IA, on fait croire que c'est moi qui parle, c'est quasiment ma voix. Et qui fait ça?
Alors voilà, c'est ça le problème. Qui sont les ennemis de Marc Toiti aujourd'hui? Alors c'est ça, je veux te dire, donc pour dire acheter tel ou tel produit, évidemment, ce qui n'a pas aucun sens. Même quelqu'un m'a dit, on clique dessus, on arrive sur un site de rencontre. Tu vois le truc. Ah oui, quand même. Ouais, tu es multimodal, quoi. Tu es multimodal, quoi. C'est formidable. Donc faites très attention. Ça. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas moi, bien entendu, mais... C'est vrai Marc Toiti, là? Ouais, c'est bien moi. On a appelé le bon ou pas? Je sais pas, justement. J'ai un doute. C'est bien moi, je te rassure. Merde. Mais alors non, moi j'ai pris un informaticien pour me casser un peu tout ce truc-là. Ce qu'il a réussi à faire au début, parce que ça fait quand même 6 mois que ça dure. Sauf que là, maintenant, ils en créent 3 par jour. D'accord, ok. Ouais, j'en annule 3, il y en a 3 qui arrivent. Mais est-ce qu'on peut remonter à savoir qui est à l'origine de ces fakes? Là, il faut d'autres moyens. Lui, il m'a dit, c'est un très gros truc. C'est-à-dire, c'est pas un petit mec qui s'amuse dans sa cave. C'est un gros truc, c'est organisé. Donc, ceux qui font ça, est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Parce que c'est quand même des propositions insupportables. Donc, j'espère juste, que les gens qui m'aiment bien, etc., ils tombent pas dans le piège, c'est tout. Donc, à chaque fois que je peux, je les alerte. Mais bon, c'est petit, si tu veux, mais ça montre la panique également, tu vois. Donc, voilà. Non, mais moi, encore une fois, moi j'ai toujours dit, moi j'ai ma liberté de parole. Ce qui les rend fous, entre guillemets, c'est que tout ce que je dis, je le montre. Tu vois, dans ma chaîne YouTube, je montre les graphiques. Et donc, c'est pas des chiffres que j'ai inventés. C'est des chiffres officiels de l'INSEE, de la Banque de France, etc. Donc, simplement, c'est une réalité qu'on ne veut pas montrer aux Français. Alors, une dernière question pour Antoine Guénaud, qui est là. Antoine, sur ton livre Merde, est-ce qu'on est arrivé au dernier étage de la fusée en 1 minute? Vraiment, est-ce que là, on va basculer ou pas? J'ai envie de te dire. J'en sais rien, encore une fois, je peux qu'espérer, mais je pense que les Français ont malheureusement peuvent se faire casser beaucoup de sucre sur le dos sans réagir, mais c'est normal, c'est un peuple comme ça. Par contre, quand ça part, ça part. Mais je pense qu'il y a des signes qui nous montrent que ça va bientôt craquer. La censure, par exemple. La censure montre que les gens ne sont plus... Les gens sont... Comment? Mince, j'ai perdu mon mot. Les gens ne sont pas dupes, finalement. Ne sont plus dupes, donc on est obligé de censurer. Et en plus, deuxièmement, la censure peut faire un effet, ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est plus on censure, plus on va aller voir la personne, finalement. Bien sûr. Voilà. C'est ce qui se passe aussi, parce qu'il y avait des chaînes, par exemple, qui ne faisaient pas appel à moi, qui, effectivement, maintenant me rappellent, tu vois, parce que sans encourager, pas du tout, la censure, c'est quelque chose qui est, je vais dire, bon pour nous, c'est que vraiment, ils sont en train de paniquer. Qu'en plus, dans cette panique, ils vont pousser des gens vers des gens qui critiquent. Donc peut-être, après, il y aura certainement, je pense qu'il y a l'espérance, il faut que les gens... Il y a des actions à faire, il y a de l'action, mais il y a évidemment des événements qui vont se passer. Est-ce que les Français vont réagir quand on nous enverra peut-être en Ukraine, par exemple, ou quand ils vont taper dans notre épargne, autre exemple, etc., etc. Il y aura des événements qui vont arriver dans les années à venir, ou est-ce que ce sera quand ils vont nous proposer, comme disait Macron dans son dernier discours de la Sorbonne, le moment hamiltonien, justement, donc la mise en commun des dettes. Je rappelle que le moment hamiltonien dans l'histoire des États-Unis, c'est quand tous les États fédérés américains ont mis leurs dettes en commun. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus un État fédéral et qu'ils sont devenus les États-Unis d'Amérique. Donc c'est que le but est clair. Pour moi, il y a un but très clair qui est détruire la France, de détruire la France de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas de mal, pour justement faire ce gros complexe-là. Après, ce qui ne veut pas dire qu'à l'échelle européenne, ils sont très malins, évidemment. Moi, j'espère que les Français ne se laisseront pas faire, parce qu'encore une fois, et moi, c'est pour ça aussi. Moi, je me dis aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mon but depuis 30 ans de carrière, c'est qu'il faut développer la culture économique des Français. Et ça, c'est une nouveauté. C'est-à-dire, avant, justement, les dirigeants, ils disaient, bon, les Français comprennent l'économie, on fait ce qu'on veut, ils diront rien. Et ils paieront des impôts, etc. Mais non, c'est différent. Ils commencent à comprendre. Et ça, c'est très important, justement, de développer cette culture économique. Et bravo pour ce que vous faites. Non, mais c'est vrai, il faut continuer de le faire. Bravo, parce qu'à partir de là, les Français ne se laissent plus avoir. Et donc, quand ils vont aller voter, il ne faut pas voter pour n'importe qui. C'est la base. Ce qui est très important, c'est effectivement... Nicolas. Ce qui est important, je pense aujourd'hui vraiment, c'est la jeunesse. C'est bon avec la jeunesse, Nicolas, on est bien, on est dans l'Alerte Générale. Merci Antoine d'être venu en tout cas sur le plateau de l'Alerte Générale. Merci beaucoup. Ton livre Merde. On peut le trouver où ce livre? Sur Amazon? Sur Amazon. Voilà. Voilà, Merde. Le livre d'Antoine Guénaud, bien entendu, n'hésitez pas à vous le procurer. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et on va accueillir Alban Darguin immédiatement. Merci beaucoup, cher ami. Et Marc, on va continuer l'émission ensemble. On a plein de choses à se dire encore. On est qu'entre nous ici. On est bien, on est entre nous. Le public est là. Toujours merci d'être là, le public, avec nous ce soir. Merci beaucoup. Attends. On nous appelle. Téléphone rouge. Allô? Oui. Non, mais on est en direct, on n'a pas arrêté l'émission. C'est Alerte Générale, oui. C'est le château.
C'est le... Oui, Oui, je vous écoute. D'accord, vous voulez qu'on rectifie certaines choses qui ont été dites par M. Toiti. Ah, d'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, Tant bien, je suis là. Alors, oui, alors, il nous précise que la situation économique est tout à fait sous contrôle. Ah bon, d'accord. Je suis ravi de l'apprendre. La dette n'existe plus. Elle est partagée par tout le monde. Hein. C'est bien ça. Oui. Attendez, alors on va faire réagir M. Toiti. Ah bah génial. C'est pas la faillite, Marc? L'Élysée nous appelle là. C'est pas la faillite? Alors justement, parce que là, tu sais, on parle. Ça, c'est intéressant parce que. Oui, restez en ligne. Attends, Manu, écoute 2 minutes. Ouais. Parce que on parle de. Oui, voilà, il écoute. Parce qu'on parle de 3500 milliards d'euros de dette publique. Mais en fait, ça, c'est pas la vraie dette. Parce qu'on oublie de compter ce qu'on appelle le hors-bilan. Ce que font d'ailleurs les États-Unis, par exemple. Le hors-bilan, c'est le paiement des retraites des fonctionnaires, par exemple. Tu vois, c'est une dette que l'État a et que tu ne la vois pas tout de suite. Eh bien, avec le hors-bilan, tu es à 7500 milliards d'euros de dette. Tu vois, donc oui, la dette n'est plus là. Oui, elle est là. Elle est même beaucoup plus forte que prévu. Et surtout, elle n'arrête pas d'augmenter. Tout à l'heure, on parlait du coût de la dette. Chaque année, on va commencer à partir de cette année et l'année prochaine, à payer 70 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette. Juste les intérêts. Et sur 15 ans, c'est très simple, j'ai fait le calcul, ça a coûté au total, écoute bien Manu, 1000 milliards, 1000 milliards d'euros. Ils derrière, là, ils sont en train de noter dans la calculette, la Casio, là. Attendez. Parce que le problème, c'est que vous savez... Oui, c'est ça. On a un nouveau ministre du budget, je ne sais pas pour combien de temps, mais qui expliquait que les électeurs de Trump avaient voté pour des sujets mineurs comme l'inflation, le pouvoir d'achat, que c'était stupide, alors qu'en fait, il faut voter pour des valeurs. Alors alors, quelles sont vos valeurs, M. Toiti? Moi, je suis pour, effectivement, d'abord, l'amour, j'ai envie de dire. Non, mais le plus important, encore une fois, c'est d'avoir une économie qui soit prospère. De liberté. Moi, je pense que le plus important, c'est la liberté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus malheureusement en liberté, plus complètement, et on l'est de moins en moins. Quand je dis ça veut dire liberté d'entreprendre, liberté effectivement de créer de la richesse, liberté de dire les choses. On l'a encore, heureusement, on n'est pas encore en dictature, fort heureusement, mais c'est en train de se perdre. Et ça, pour moi, c'est la valeur essentielle, c'est la liberté. La liberté, c'est le plus important. Vous avez entendu, donc oui, je lui dis, bien sûr. Alors, tu veux me le passer, sinon je vais régler son nom. Non, mais ça capte très mal en plus. Merci, monsieur le conseiller. Une dernière chose. Au revoir, bien sûr. Merci, avec plaisir. Et mes amitiés à Brigitte. Non, mais le fait est que le budget 2026, en fait, qu'est-ce que ça va être? Parce que depuis Barnier, le problème, c'est qu'on n'a pas de budget. Enfin, on a un faux budget. Enfin, bien sûr, non, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a une augmentation. Moi, ce qui me gêne, si tu veux, c'est le mensonge. C'est-à-dire que, n'oublie pas, quand on a eu le budget d'ailleurs du temps de Bruno Le Maire, par rapport à ce qu'il avait annoncé, il y a eu 50 milliards d'euros de plus de déficit. C'est pas une erreur. 50 milliards, on ne sait pas d'où vient cette somme. C'est assez incroyable. Et ça continue évidemment depuis. Donc là, non, c'est pas sérieux. Ce qui est dit, on aura au moins 6% de déficit public par rapport au PIB et cette année et l'année prochaine. Tu vois, cette année-là, encore une fois, on a eu les chiffres de l'Eurostat. Hein. C'est la France qui a le plus de déficit public. Tous les pays réduisent leur déficit. Non, nous, on l'augmente. Donc c'est du mensonge à tous les étages, Marc, finalement, en permanence. On enrobe la réalité, on te dit finalement, il y a un peu de... Moi, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai un métier d'économiste, on fait des prévisions. Bon, c'est le monsieur météo de l'économie, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a créé les économistes. C'est pourquoi on a créé les économistes. Pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Ah ben voilà, merci. À la main, si tu nous regardes. On la garde celle-là, on la garde. Allez, hop, allez, on la garde. Allez. Ah oui, c'est vrai. Donc, quand tu fais des prévisions, si tu veux, moi, par exemple, tu as ce qu'on appelle des indicateurs avancés. Par exemple, pour voir la croissance française, donc depuis des années, ça marchait très bien. C'est l'INSEE qui les produit, hein, c'est le climat des affaires, dans le détail, bref. Et donc, depuis déjà plusieurs mois, plusieurs trimestres, ces indicateurs avancés montrent une baisse du PIB. Bon. Or, à chaque fois que le PIB il sort en France, tu as une hausse. Attends, mais ça vient d'où cette hausse? En fait, elle vient d'une variable d'ajustement qu'on appelle la formation de stock. Si tu enlèves les stocks, tu es en baisse du PIB depuis la fin de l'année dernière. Mais on ne te le dit pas. Tu vois, on te dit non, mais il y a quand même de la croissance. Donc, c'est quand même assez incroyable. Mais il n'y en a pas. En fait, c'est... Voilà, pareil sur le chômage, etc. Le chômage est en train de repartir à la hausse. Par rapport, tu vois, la France avait un taux de chômage qui était inférieur à ceux de la zone euro jusque justement à peu près en 2015, 2017. Et après, hop, le taux de chômage français, il est devant celui de la zone euro. C'est pour ça, mon cher Marc, je te coupe. On va en parler avec l'heure des comptes, cette nouvelle rubrique. Tu vas te régaler de voir l'heure des comptes sur Alerte Générale avec Alexis Poulain. Merci d'être là. Et bonjour à Alban Darguin qui nous a rejoint. Maintenant, c'est l'heure des comptes, les amis. Allez, on va se régaler. Parti.
L'heure des comptes. Alors, on a choisi avec Alexis des tweets, plus absurdes les uns que les autres, concrètement. Vas-y, je t'en prie. L'idée, en fait, c'est de vous faire réagir le public et nos invités, et vous aussi, sur les pépites que nous offrent les réseaux sociaux quand ils ne sont pas censurés. Et on va commencer avec une déclaration de Yaël Braun-Pivet sur le patrimoine. Alors, je n'avais pas parlé des gros héritages, j'avais parlé notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit, ça ne peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Alors, déjà, le public, est-ce qu'il faut taxer plus les héritages ? Oui. Oui, non. Vous avez vos petits panneaux, allez-y. Non, voilà. non. Mettez-nous vos petits panneaux là qu'on voit bien. Ouais, voilà, bon, votre panel Ipsos. Ouais, on est bon, d'accord. Voilà, ok. Ah, voilà. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Ouais. Non, mais ce qui est fou, c'est que, encore une fois, on nous dit oui, il faut taxer l'héritage. Comme s'il n'était pas taxé. Là, il est déjà taxé. On est parmi les pays dans le monde où on taxe le plus, effectivement, les successions. Donc c'est ça qui est fou. Encore une fois, que certaines personnes disent des bêtises, bon, on a l'habitude. Mais là, présidente de l'Assemblée nationale, quand même, a priori, c'est une personne sérieuse. Ça suffit, il faut les taxer. Elle fait garder ses poules par les CRS, quand même. Alban Darguin, là-dessus. Bonjour. Micro, le petit micro, voilà. Est-ce qu'il faut taxer... Faut prendre le micro. Le patrimoine. Est-ce qu'il faut taxer l'héritage et le patrimoine? Le héritage, surtout, Alban Darguin. Oui. Je pense qu'il faut aller vers des droits de succession à 95%. C'est intéressant, ça. C'est l'évidence. Ouais. Vous allez avoir des problèmes, vous, à mon avis. Vous allez avoir des problèmes. On va avoir un prix Nobel de l'économie, là. Soyons fous. Ouais. Après, c'est comme pour le Louvre. La question, c'est est-ce que les bijoux qui ont été volés, c'était les bijoux de Brigitte ou est-ce que c'était... Vous allez vraiment avoir des problèmes, vous. Je crois que je vais avoir des problèmes. Mais un peu d'humour ne nuit pas. Oui, mais bien sûr qu'on est là pour ça. Oui, donc vous êtes opposé frontalement à cette taxation sur l'héritage. Sur les droits de succession. Oui. Y a des droits de succession. La question, c'est certainement pas, ni maintenant, ni de façon pérenne, le moment de les augmenter. Les droits de succession, c'est quoi? C'est ni plus ni moins un patrimoine, la plupart du temps constitué sur 1 ou 2 ou 3 générations, et que se partagent les héritiers. Voilà. Bon, et on en prend il y a une part de droit de succession qui est prise par l'État. Je ne sais pas sur quoi ça justifie, mais en tous les cas, l'augmenter, comme l'a dit Yaël Braun-Pivet, c'est de la pesanteur totale, quoi. Alors, on a pris un peu de retard, les amis, donc on va continuer là-dessus. Merci, Alban Darguin. On va aussi... Ouais, et on va parler maintenant de l'émérite incroyable, célébrissime Valérie Hayé. Vous la connaissez toutes, Valérie Hayé, qui nous a fait une déclaration incroyable récemment. Vous allez voir, vous allez écouter ça, c'est que du bonheur. Le président de la République a un leadership et une crédibilité incontestable et incontestée à l'échelle internationale. Et malgré la crise politique. Voilà, Valérie Hayé. Mais c'est une blague ou pas? Non, c'est Valérie Hayé, c'est un peu une blague. Non. Valérie Hayé, c'est la députée Non, parce Renew. qu'en fait, si vous voulez, moi je me souviens quand on était jeunes, on est toujours jeunes, mais il y avait les guignols de l'info. Oui. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Maintenant, on n'a plus besoin, parce qu'effectivement, c'est encore plus marrant dans la Et puis c'est 100% artisanal, Valérie Hayé. C'est 100% artisanal. C'est du travail de qualité. Est-ce que vous pensez, le public, que Emmanuel Macron a un leadership incontesté à l'échelle européenne et internationale? Oui. Ouais, ok. Bon, oui, voilà. On soutient totalement. Non, mais c'est impressionnant. Il faut voir que tout ce qui est de l'ordre de la géopolitique, de l'international, la France est sur un strapontin ou pas du tout là. Et par contre, nos médias nous vendent quand même un président à la manœuvre incroyable, qui a su manœuvrer pour reconnaître l'État de Palestine, être là également pour l'Ukraine. Mais en réalité, la déclaration de Trump là, sur Macron, quand il est où il est où Voilà, c'est bizarre, il est toujours là. C'était terrible. Exceptionnel. C'est terrible. Non, mais c'est triste. C'est triste parce que, justement, encore une fois, on a un pays à la base qui est formidable. Tu vois, on a une image qui était, justement, la France était l'un des leaders mondiaux il y a encore quelques années. Je vais donner un chiffre économique incroyable, qu'on sait très peu. Jusqu'aux années 90, en termes de PIB par habitant, ça veut dire la richesse par habitant, la France était 10e du monde. Bon, tu vois, on était c'était pas mal. On était même devant les Américains, tu vois. Aujourd'hui, on est 25e du monde. Alors que les Américains sont, par exemple, ils étaient passés de la 11e à la 7e place. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et donc nous, on veut te faire croire que non, finalement, la place de la France, ça ne cesse de s'améliorer. Mais non, et c'est ça qui est triste. On est dans le déni de réalité, on travestit la réalité. C'est très dangereux, bien entendu.
On est voilà. dans cette situation incroyable, effectivement. On tombe de Carré en Sillan, Alban Darguin, en 20 secondes là-dessus, concrètement sur Valérie Hayé, avant qu'on passe à la séquence suivante. Valérie Hayé, c'était la tête de liste Oui. aux élections européennes. On sait ce qu'est devenu l'Europe, le projet d'Europe. Comme disait De Gaulle, l'Europe, 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 ceux qui sautent comme des cabris. C'est bon, on la garde celle-là aussi. On la garde celle-là, les amis, on la garde. Un peu d'humour ne nuit pas. Ouais. Mais non, mais tout ça pour dire que l'Europe est devenue une union de destruction des nations. Et moi, j'ai maintenant pris l'habitude de ne plus parler de l'Union européenne, mais de parler de l'Union européique. Car je trouve des similitudes entre ce qui a été l'Union soviétique il y a 50 ans et l'Union européenne actuelle. Ouais, Voilà. c'est tragique. Bah, on va parler de tout ça, mais avec un ton un peu différent. Vous connaissez, Alerte Générale, on a cette minute mainstream, les médias mainstream que Marc connaît. On va donc changer un peu de ton, histoire de montrer que nous aussi, nous vénérons le formidable président qui s'appelle Emmanuel Macron et qui nous gouverne maintenant depuis 2017. Merci. Monsieur Toiti, c'est le moment d'être honnête. Si la France va si Comme mal... je suis honnête, je vous rassure. C'est bon. Écoutez, je ne suis pas là pour faire votre procès, mais simplement pour dire la vérité aux Français. Ça commence bien. Et justement, est-ce que si la France va si mal, c'est tout simplement parce que les Français ne font pas d'efforts ? Ah oui, c'est ce que disait Bayrou également. Non, mais non, les Français se serrent la ceinture, malheureusement, depuis des années. C'est ça qui est dramatique. Moi, ça, je ne supporte pas. Encore une fois, vous voyez, moi, je viens des cités HLM d'Orly. Je le dis à chaque fois parce que c'est important, parce que des fois, on va avec une cravate, on dit, bah, celui-là, voilà, il a eu un héritage. Non, moi, j'ai eu un... Justement, je raconte l'anecdote dans le parce que j'ai aussi des contrôles fiscaux, etc. Bon, bref. Et donc, le contrôleur me dit, vous avez eu un héritage ? Alors, je dis, oui. Je dis, oui. Alors, il me regarde avec les yeux comme ça. Je dis, oui, j'ai eu un jeu de cartes. Parce que c'était un héritage qu'on voit là. Bref, c'est une blague, mais tout ça pour dire que... Non, moi, je viens des cités HLM d'Orly. Et donc, c'est vrai que mes parents, ils m'ont donné cette envie de m'en sortir. Je dis, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants, ils soient mieux que nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas garantir que tes enfants ils seront mieux que toi. C'est ça qui est devenu dramatique, si tu veux, dans le pays. Et donc, quand on dit les Français, c'est à cause d'eux, tout ce qui se passe, ils doivent serrer la ceinture. Non, ça fait 40 ans qu'on serre la ceinture. Tu vois. Et donc, par contre, il y a certaines catégories de la population qui ne serrent pas la ceinture. Et c'est pas les milliardaires. Pour moi, c'est effectivement la haute fonction publique où, globalement, on a quand même des bons salaires. On fait pas des boulots... Bon, certains, ils bossent beaucoup, mais bon, tu vois, il y a les comités théodules, etc., enfin, et ainsi de suite. Tu vois, globalement, moi, c'est ça qui me dérange. C'est des gens qui sont bien payés à ne pas faire grand-chose, tu vois. C'est ça qui est... Mais quelqu'un qui a bossé, quelqu'un qui réussit à s'en sortir, bah, lui, tant mieux pour lui, tu vois. Mais non, lui, on veut effectivement le bloquer. Donc, quand tu dis oui, il faut que les Français serrent la ceinture, je dis non. C'est un scandale éhonté, parce que ça fait 40 ans qu'on serre la ceinture. Allez, une deuxième question, mon cher Marc Toiti, merci d'être là. Finalement, la dette explose, on le sait, on en a parlé, la croissance s'effondre, les entreprises ferment par milliers. Mais n'est-ce pas là la preuve, finalement, Marc Toiti, que le président a réussi à désintoxiquer la France de sa dépendance à la prospérité en même temps? C'est très bon, ça, ouais. Ça. Eh bien, cher ami, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, la décroissance, c'est l'avenir de la France. Voilà, bravo. Parce qu'il faut que tu vois, c'est ça. Non, mais ça, non, pour le blague à part, ce discours de wokiste, entre guillemets, de décroissance, etc., c'est une catastrophe ambulante. Moi, ce qui me rend fou, c'est quand je vois effectivement cette jeunesse, tu vois, qui nous dit aujourd'hui, ah ben non, mais attends, la croissance, c'est pas bien, tout ça. Non, mais tu es dans un monde ouvert. Tu vois ce que je veux dire, Alors évidemment, il y a une autre croissance possible avec de l'innovation, avec de la technologie, ou peut-être tu vas moins détruire la planète. Mais le fait de dire non, on va régresser. Et d'ailleurs, ça, excuse-moi, c'est un complexe de gosse de riche. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es riche, facile de dire oui, bon, on va être un peu moins riche. Mais mais les pays pauvres ou celui qui n'a pas eu la chance de monter dans l'ascenseur, bah, comment il fait? C'est ce que je veux dire. Donc non, et lui, tu lui dis bah non, tu es pauvre, tu restes pauvre. Oui. Mais c'est un scandale éhonté cette décroissance. Absolument. Et une dernière question pour Alban Darguin, qui est un esthète, nous le savons tous. Est-ce que finalement, Notre-Dame qui brûle, le Louvre qui se fait cambrioler, la ruine des finances publiques, c'est pas une forme d'art contemporain de la part de cet artiste Mozart de la finance qu'est Emmanuel Macron? Alors là, je suis fondamentalement d'accord. Voilà. C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a derrière tout ça quelque chose qui a été pensé, qui a été, vraiment élaboré, parce que dans le domaine de la décadence, c'est pierre à pierre qu'on détruit l'édifice. Et Emmanuel Macron n'est peut-être pas un petit maçon à la truelle, mais peut-être un grand démolisseur.
Eh ben merci. Et là, on a des... Merci, on la garde celle-là aussi. Allez, là, c'est l'armoire des trophées de la Générale, mon cher Alexis. Écoute, c'est l'art des trophées. C'est vraiment... Merci beaucoup. Ouais. Et on enchaîne avec ton édito. L'édito. Nicolas. Et oui, le dernier édito, l'édito de la fin d'émission, bien entendu. C'est déjà la fin. Et chers amis, merci pour cette alerte générale. Alors mon petit édito de la fin, bien entendu. Eh bien oui, mon cher Alexis, c'est une belle aventure qui commence avec cette alerte générale. J'ai pas les relances. Ouais, mais on s'en fout, je les ai, moi. Enfin, c'est pas très bien. On n'est pas sûr. Non, j'allais dire une bêtise. Alors oui, une belle aventure qui commence où toutes les colères, chers amis, et les impertinences sont bonnes à prendre et à entendre surtout. Alors oui, avec toi, cher Alexis, et toute l'équipe de TVL, que nous remercions pour ce dévouement à apprivoiser notre fureur, notre agitation et notre hargne, pour pas dire autre chose, nous aurions pu opter, les amis, pour remettre au goût du jour la roue de la fortune, tournée manège ou encore pyramide, souvenez-vous. Mais on a opté pour cette émission pleine de bienveillance, de bisous, de câlins, pour la palanquée de bras cassés, de truffes, de plantes vertes, d'arrivistes, d'apparatchiks, de vendeurs à la sauvette et de batteleurs du dimanche qui nous sert de quoi? De classe politique. Alors quelle chance nous avons, mes amis, nous tous ici réunis, de pouvoir gloser sur le forcené de l'Élysée, sur Mamie Vapote, sur Yael Casse-Noisette, sur Jean Doliprane, sur Bruno le Rigolo, sur Agnès Pannier-Runacher, rappelez-vous, la Joconde éco-responsable des gouvernements précédents, sur Michel Troïka Barnier également, Catherine Vaurien, nouvelle ministre du pistolet en plastique, ou encore Sébastien Le Cornichon, l'émérite Premier ministre et assistant de direction en ustensiles de cuisine de Choupinet Premier. Quel bonheur d'avoir su réunir collectivement dans un pays comme la France, en quelques années, autant d'incompétence, de stupidité, d'indigence, de mépris, d'arrogance également, autant de boulettes et de trahisons de toutes sortes. Mais oui, bien sûr, les amis, à l'ère générale, il y a un petit côté positif. Cela nous donne un aperçu très précis de ce à quoi ressemble le fond de la cube et qu'est-ce qu'il y a au fond. Et franchement, vous n'avez pas envie de savoir. Mais surtout, comment un pays comme le nôtre peut en quelques années seulement donner les clés d'un camion qui roule sur les jantes à une armée de clowns. C'est tout l'intérêt d'une émission comme Alerte Générale, de mettre des gros coups de latte et de gourdin sur une classe politique en déroute, sur une meute de députés godillots et une palanquée de ministres grassement rémunérés par les impôts des Français, car cette émission, c'est aussi le meilleur moyen dans la bonhomie de remettre les choses à leur place et de replacer dans le bon axe certaines mâchoires désaxées, parce que l'escroquerie intellectuelle, c'est pas nous, c'est les Russes, ou la grosse dette bien grasse, c'est à cause des Français. Eh ben, ça suffit, mes chers amis, car la pitrerie a assez duré. Alors maintenant, on donne la parole à ceux qui pensent autrement, qui disent autre chose comme Marc Toiti, autre chose que la diarrhée verbale du mainstream. Dégommer les mensonges, sonder la profondeur de la bêtise, mesurer au cordeau l'épaisseur exacte de la couche de conneries et essayer de comprendre pourquoi la bêtise est la seule matière première inépuisable dans le monde. Voilà la mission un peu déglinguée, je vous l'accorde, que nous nous sommes donnés sur Alerte Générale. Alors, pour notre classe politique, à défaut d'être patriote, efficace, intelligent, soyez dignes une fois dans votre vie, faites votre boulot, servez les Français dont vous êtes les obligés et les petites mains, ou partez au plus vite et rendez-nous quoi? Rendez-nous notre pays. Et n'oubliez pas en partant vraiment de prendre Nemo, de prendre Bribri, de prendre Macron, car Alerte Générale ne fait que commencer et la suite, franchement, risque de pas vraiment vous plaire. Merci les amis pour cette première. Ouais, bravo. Ouais. Alors, merci à vous qui êtes derrière l'écran, merci à vous qui êtes en plateau, merci Marc et merci tous. Bravo, c'était une belle émission. Non, j'ai trouvé ça nul, on n'a pas parlé de Michel Cornecu. On a raté plein de trucs. On n'a pas parlé de... Enfin, non, évidemment, c'est une très belle émission. C'est la première. La prochaine, c'est le 4 novembre avec Olivier Delamarche. Et on ne va pas recevoir que des économistes, rassurez-vous. On aura aussi des saltimbanques et des gens qui disent des choses positives. Et pas des gens qui mentent et qui racontent n'importe quoi sur notre beau pays qui est la France. C'est lamentable. Marc Toiti, je trouve ça lamentable ce que vous avez fait. Vraiment. Scandaleux. Non, évidemment. Sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. On continue. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à TVL et aussi aux médias de Nico et de moi. C'est Alerte Générale. Ce sera maintenant tous les 15 jours sur TVL. Merci. Merci à tous.